Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo prévision saisonnière de notre été 2021. Pour chercher à comprendre comment sera notre été 2021, il faut se tourner sur des oscillations continentales mais aussi océaniques et également atmosphériques. Ça nous donnera des indicateurs sur le plan thermique mais aussi sur le plan hydrologique, et avec ça on pourra tenter de localiser les principales anomalies d'anticyclones et de dépression qui seront dominantes au cours de la saison. Alors on va s'intéresser à la NAO, qui est une oscillation nord-atlantique qui se découpe en deux phases. Une phase dite positive dans laquelle on retrouve un flux de sud-sud-ouest récurrent associé à des conditions sèches et chaudes en Europe occidentale. Parfois cela peut être humide si le flux de sud-ouest est bien océanisé, mais c'est vraiment pas souvent qu'on constate ça. Souvent les flux de sud-ouest ils sont souvent anticycloniques et chauds et secs. Et ensuite, il y a la phase négative qui est associée à des flux de nord, nord-ouest ou nord-est, ça dépend des cas. Donc plutôt frais, mais également humide, sauf si le flux est continental. Mais c'est quand même majoritairement humide dans une NAO- qui sera estivale. Et justement, cette NAO est prévue d'être négative pour deux raisons principalement. La première, c'est un forçage lié à la PNA qui sera négative. Une PNA négative qui va diriger les dorsales anticyclonique en direction des hautes latitudes, en direction de l'Islande et du Groenland, de façon assez récurrente, qui va donc forcer cette NA- à devenir privilégiée dans cet été 2021. Et également le minimum solaire qui influe cet indice en probabilité. Comme on peut le voir sur cette carte, en minimum solaire, en fait, on voit que les anomalies ont tendance à plutôt être anticycloniques entre le Groenland, l'Islande et la Norvège, et plutôt dépressionnaire en direction de l'Espagne, de la France et de l'Europe centrale. On voit que la relation est claire grâce à la réanalyse NCEP-NCAR. Et là, vous voyez vraiment que le minimum solaire, il apporte un forçage non négligeable en probabilité. Sous les années en minimum solaire, donc on a plus de chances d'avoir de la NA en moins. Mais ce n'est pas garanti forcément. C'est juste une probabilité plus élevée que quand on a un maximum solaire par exemple. Donc je récapitule, NA au moins associé à un temps frais et humide selon cet indice. La même chose pour la haut qui est une oscillation arctique, donc la haut toujours découpée en deux phases, une phase positive associée à un temps chaud en Europe occidentale et une phase froide négative associée à un temps froid en Europe occidentale. Pour faire recours en gros, je simplifie un max pour que ça soit bien clair on va dire. Et cette NAO, pardon, elle serait aussi négative, donc ce qui signifie qu'on a NAO et AO qui seraient négatifs, pouvant apporter de l'humidité, mais également de la fraîcheur récurrente, selon ces deux indices, bien sûr. Si je m'intéresse à la QBO elle pourrait être légèrement positive durant cet été, et ça apporterait un temps plutôt chaud et sec en Europe occidentale. Bon, cet indice, il est pas très clair à l'heure actuelle, il manque de fiabilité. Étant donné que je tourne cette prévision saisonnière, on est le 12 mai, il manque encore quelques semaines de données, ce qui fait que bon, c'est assez flou, je vous cache pas. C'est un indice compliqué à prévoir, mais dans la majorité des cas, il serait légèrement positif. Ce qui fait un forçage d'été qui serait plutôt chaud et sec. La neige hémisphérique, alors là on va s'intéresser particulièrement à ça. La neige hémisphérique est en excédent constant depuis octobre 2020. Ça signifie en clair qu'il y a plus de neige que la normale dans l'hémisphère, et de la neige au sol, c'est des réserves d'air froid qui tiennent plus longtemps. La neige, ça réverbère la chaleur en clair, et donc le fait qu'il n'y en ait plus cette année fait que les réserves d'air froid ont du mal à partir. Et on le constate bien ce printemps justement. Et en plus, on est frappé de plein fouet par des anomalies froides qui tirent probablement leur origine de cet excès de neige à voir. Bon, il n'y a pas d'études fiables qui aient démontré cela encore, mais de ce qu'on retient, c'est qu'un excès de neige hémisphérique aurait tendance à favoriser un départ tardif des réserves d'air froid. Donc le risque de pic de fraîcheur très marqué existe cet été, en cause avec ça. Côté humidité des sols, on va aller vers la surface. Alors, on a eu un mois de mars et avril très très sec malheureusement, et le niveau des sols a dégringolé. Il était nettement déficitaire, mais heureusement, il est en train de rattraper la balance, on va dire. Il y a beaucoup d'excès d'humidité, notamment vers le sud-est, après l'épisode pluvieux exceptionnel qu'ils ont eu.
Également partout en France ailleurs, le niveau redevient convenable étant donné que mais redevient humide. Donc en clair, il faut s'attendre à une humidité des sols proche de la normale, sans sécheresse majeure à l'approche de l'été. Tandis que pour l'humidité en profondeur au niveau des nappes phréatiques, ben, avec l'hiver qui a été très arrosé, on n'aura pas de problème parce que le niveau des nappes phréatiques est encore dans la normale, on va dire, ou légèrement au-dessus selon le secteur. Ce qui fait qu'on n'a pas une avance de folie, mais enfin, on s'en sort bien quand même face à une potentielle sécheresse, je veux dire. Il y a eu des années pires, donc de ce côté-là, on est plutôt tranquille. On va maintenant s'intéresser à l'anseau. On va être simpliste au maximum. L'anseau, c'est deux phases nommées El Niño et La Niña. Elles alternent tous les 3 à 7 ans, soit elles se suivent ou soit elles se succèdent. Dans ces deux phases, El Niño, c'est plutôt associé à des conditions chaudes sur la planète, c'est-à-dire une légère hausse des températures temporaires, moyenne globale. Tandis que ben, la Niña, ben, c'est tout à fait son contraire, c'est un refroidissement léger des températures globales, toujours temporaire. Et qu'est-ce qui est prévu pour cet été? Ben, tout simplement un seuil de neutralité. Donc on ne se préoccupe pas de cet indice parce qu'il n'y aura aucun impact particulier. Si ce n'est peut-être que on sera encore légèrement sous son influence parce que comme on peut le voir ici, il a été actif de octobre à février sous forme La Niña. Donc il refroidissait légèrement les températures globales. Et peut-être que cet impact il va se poursuivre en juin-juillet, ce qui fait que on sera éventuellement impacté par cette légère baisse des températures globales. Mais l'anseau, normalement neutre, n'a pas d'impact particulier à attendre, donc ça on oublie. Ça complique vraiment la prévision parce que l'anseau, quand il est neutre, ben, il apporte pas de conditions particulières pour faire une prévision saisonnière. Tandis que quand il est frais ou chaud, ben, l'anseau il permet d'apporter des éléments dans la prévision saisonnière qui la solidifient. Et ça, le fait que ce soit neutre, ça complique vachement la prévision saisonnière. Maintenant, on va faire un résumé des modèles. Alors, je vais commencer par Cansip, vite fait. Cansip, ben, pour juin, il voit des anomalies dépressionnaires en direction des îles britanniques et de l'Islande, et des anomalies légèrement anticycloniques sur l'Espagne et l'Europe centrale. Selon lui, on aura un courant d'ouest-nord-ouest relativement frais, un mois de juin plus frais que les normales, mais également plus humide que la normale. Juillet, il serait avec une légère anomalie anticyclonique à côté de l'Espagne et en Europe centrale, de l'Est, pardon. Ce qui fait qu'on n'aurait pas de conditions privilégiées si ce n'est un mois de juillet standard en alternance de petits coups de chaud quand l'anticyclone se rapprocherait sur la France et de coups de frais lorsque il se retirerait plus loin, qu'on aurait la circulation de telles vagues par l'ouest ou par le nord-ouest. C'est-à-dire qu'en gros, on aurait des flux de sud-ouest par moment, des flux d'ouest ou de nord-ouest en alternance plus ou moins équitable. Ce qui ferait un mois plutôt de saison ou légèrement au-dessus des normes, on verra. Mais c'est en effet le scénario principal que j'ai retenu pour juillet. Maintenant, pour août, vous voyez des anomalies anticycloniques en direction de l'Europe de l'Est et du Nord. Aucune anomalie privilégiée en Europe occidentale. Ça signifierait plutôt que la chaleur aurait tendance à circuler côté est de l'Europe et côté occidental, ben, ce serait aussi en alternance. Vous voyez, on aurait des phases chaudes quand l'anticyclone des Açores se reliera à l'anticyclone d'Europe de l'Est. On aura par exemple des flux de sud-ouest avec des vagues de chaleur possibles, tandis que par moment, ben, lorsqu'il se retirera, on aura plutôt des pics de fraîcheur par l'ouest ou par le nord-ouest, ce qui ferait un mois d'août proche des normales, généralement aussi. Voilà pour l'analyse des modèles, de Cansip notamment. Et maintenant, pourquoi pas faire un résumé global de ce que j'ai constaté des modèles de prévision saisonnière. On a CFS et la chaîne météo qui voient un été chaud, sans excès particulier. Et c'est un petit peu pareil pour tous les autres sites de météo que je consultais au cours des derniers mois. On s'accorde majoritairement à dire qu'on aurait un été standard à chaud, mais un été standard quoi, typé 2010, 2013 ou même 2020, c'est-à-dire un peu comme l'année dernière quoi. Mais la différence serait la pluviométrie par rapport à 2020 qui serait plus conforme au normal de saison. Mais je vais venir à la pluviométrie parce qu'il se passe un élément important. Alors maintenant on a vu les oscillations, on a vu également ce que prévoyait le modèle, mais on va parler des incertitudes.
Parce que comme dans tout type de prévision saisonnière, il y a malheureusement des incertitudes, mais cette année, il y a une incertitude particulière et vraiment embêtante dans la prévision saisonnière. C'est un cycle de sécheresse qui a un retour de 500 ans. Alors pour expliquer de façon simpliste, ce cycle, il a commencé en 2015. Il avait un retour de 500 ans. Le dernier, c'était en 1510 ou par là. Et le problème, c'est qu'en fait, on ne sait pas si ce cycle il s'est terminé l'année dernière ou s'il va se poursuivre cette année. Parce que malheureusement, c'est un petit peu flou sur ce genre de cycle. Et on manque également de recul dessus. Donc, on ne sait pas vraiment si il s'est terminé ou s'il va se poursuivre cet été. Ce qui signifie que la probabilité d'un été très sec est bien là en Europe, malheureusement. Mais d'un côté, il y a des modèles qui prévoient des excès d'humidité, mais ça avait déjà été le cas l'année dernière. Donc on ne sait pas vraiment vis-à-vis de ce cycle si il va se poursuivre et faire un été sec. Par contre, s'il ne se poursuit pas, on aura un été normal excédentaire en pluviométrie. Et c'est bien là que c'est embêtant parce que du coup on a 3 scénarios, mais on ne sait pas lequel choisir puisqu'il y a cette incertitude majeure. Si on se fie au modèle saisonnier, on retient un scénario normal à excédentaire selon la majorité, c'est ce que j'ai retenu des modèles donc. Mais si on suit ce cycle de sécheresse, aïe aïe aïe, ça serait un été très sec encore une fois, typé 2020, mais pas particulièrement chaud comme 2020 quoi en gros. Ça pourrait ressembler à 2020 en fait, tout simplement. D'autres paramètres incertains, on a le QBO qui est légèrement positif, mais on n'a pas encore assez de visibilité étant donné l'échéance. Je tourne cette prévision, donc c'est le 12 mai, et malheureusement, il manque encore quelques semaines de données pour confirmer vraiment que cette QBO sera légèrement positive, ce qui donne une incertitude sur cet été, et également l'ANSO, bien sûr, dont je vous ai parlé. En seuil de neutralité, il ne permet pas de donner un caractère visible à la saison, parce que l'ANSO, il impacte la position des anticyclones et des dépressions, mais également l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord. Ce qui fait qu'on a une visibilité plutôt restreinte cet été. Il est vraiment très très compliqué à prévoir. Je fais des prévisions saisonnières depuis quelques années et jamais je n'ai eu une saison aussi dure à prévoir. Voilà globalement pour ça. Et d'ailleurs par rapport à ça, comme l'été est très difficile à prévoir, je ferai probablement, je dis bien probablement si j'ai le temps, parce qu'avec le bac et tout ça, c'est un petit peu compliqué cette année, mais si j'ai le temps, je ferai une réactualisation au début juin ou mi-juin pour confirmer les éléments de mes prévisions saisonnières ou dire quels sont les changements majeurs dans ces prévisions. Donc maintenant, je vais passer à la conclusion de l'été 2021. Comment est-ce qu'il sera globalement? On retient un été, je retiens globalement un été standard typé 2010-2013 ou 2020, sans excès particulier. On surveille un mois de juin qui pourrait être dans la continuité de mai, c'est-à-dire sous excès d'humidité et un peu plus frais que la normale, comme un petit peu en juin 2020 quoi. Un mois de juillet relativement standard ou un peu plus chaud que la normale, avec pourquoi pas quelques vagues de chaleur. Une pluviométrie qui pourrait être en déficit selon la majorité des scénarios tandis que août, c'est le mois le plus incertain parce que déjà on est à longue échéance, on est en mai et la prévision est pour août, ce qui complique déjà la probabilité. Et également, il prévoit un scénario humide et frais pour août, c'est-à-dire un scénario excédentaire en pluviométrie, mais déficitaire sur le plan thermique. Ce qui ferait globalement un été proche des normales de saison, sans excès particulier comme je vous l'ai dit. J'en ai terminé globalement pour cette prévision saisonnière de l'été 2021. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si la prévision saisonnière vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, vous connaissez le truc. Et voilà, je remercie tous ceux qui le feront. A bientôt, c'était Rémi Storm, ciao.